Le but de cette conférence est de vous fixer quant à la position de l'UDPS. D'où le thème UDPS, la conquête démocratique du pouvoir. C'est pourquoi, sans plus tarder, j'invite le président de la section de Bruxelles à venir présenter et modérer la présente conférence de presse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Comme nous avons l'habitude, vous savez tous que l'UDPS est un parti de combat qui s'est battu durant tant d'années au Congo pour qu'il y ait la reconnaissance et l'instauration d'un état de droit chez nous. Comme il est d'usage, avant de commencer, je demande à l'assistance de s'élever en mémoire de tous nos combattants disparus durant tant d'années pour la recherche de ce combat-là. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme je l'avais annoncé, nous allons commencer avec la presse qui ouvre. Bon, toujours. En bas, ouais, tu vas ouvrir. Il y a. Bonjour. Bodoamba, Congo indépendant. Vous avez dit que l'UDPS va conquérir le pouvoir cette année. Première question. Voulez-vous dire que vous allez exiger lors du dialogue pour que les élections se tiennent impérativement 90 jours avant l'expiration du mandat de l'actuel président? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, on fait un peu de la fiction. Nous sommes le 19 décembre de cette année et Kabila ne remet pas les clés de la présidence de la République. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, 2 questions. En gestation, que les élections se tiennent cette année, donc conformément à la Constitution, au délai qu'elle fixe. Depuis que le président du parti a lancé l'idée, l'exigence du dialogue comme voie royale pour régler l'impasse, la crise politique dans laquelle le coup de force perpétré le 28 novembre 2011 par M. Kabila nous a plongé, nous avons toujours insisté pour que ce dialogue, nous puissions réclamer haut et fort le respect de la Constitution, le respect des délais qu'elle fixe quant à l'organisation des élections. Et nous comptons, aussitôt que le dialogue aura commencé, rappeler, marteler sur cette exigence du respect de la Constitution et des délais. Et donc, au dialogue, nous n'allons pas nous départir de cette posture, de cette exigence, demandant que tout se passe dans le respect de la Constitution et les 2 délais. Dans vos deuxièmes questions, vous dites, et si M. Kabila n'arrive pas à remettre les clés comme vous le souhaitez, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes des démocrates. Nous nous en tenons à ce que prescrit la Constitution. Dans notre pays, nous avons l'article 220 de la Constitution qui détermine les nombres et la durée de mandat du président de la République. C'est 5 ans, une seule fois renouvelable. Pas un jour de plus. Si nous arrivons au mois de novembre et que les élections ne sont pas tenues conformément à l'article 73 qui dit que le scrutin
de l'élection présidentielle et législative est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat. Et que nous nous retrouvons dans cette situation, nous allons demander au peuple souverain d'en tirer les conséquences. Et donc, si M. Kabila ne remet pas les clés, le peuple sera obligé d'aller les chercher là où il les aura abandonnés. Et donc, nous allons appliquer l'article 64 de notre Constitution qui dit clairement, vous le savez, qu'aucune personne, aucun individu ou groupe d'individus ne peut exercer le pouvoir en dehors du prescrit de la Constitution. Alors, il y a Madame Véronique. Véronique Isabelle, journal Le Soir. La situation est compliquée. Est-ce qu'on en est dans une union de l'opposition? On parle notamment de contact entre Moïse Katumbi et l'UDPS. Je voulais savoir où on en était et si vous pensez que ce serait utile pour le Congo d'avoir une opposition unie face à une situation compliquée. Je vous remercie. Oui. Oui, Madame Véronique estime que la situation est assez compliquée. Il évoque la nécessité d'avoir une opposition unie face à cette situation. L'unité de l'opposition, c'est un impératif. Depuis 2010, notre président avait insisté sur le rassemblement des forces du changement dans le pays. Et pas plus tard qu'en septembre l'année dernière, il a encore une fois lancé un appel au rassemblement de toutes les forces du changement. Nous pensons que c'est quelque chose de nécessaire. C'est mieux de se mettre ensemble pour affronter un ennemi commun. L'ennemi commun que nous avons aujourd'hui, c'est l'imposture. C'est M. Kabila qui cherche, comme nous venons de le dire en l'introduction à cette conférence de presse, de rester, de s'accrocher à la tête de l'État, alors que la Constitution est claire, on ne peut pas rester au pouvoir au-delà de 2 mandats. Nous allons donc, nous favorisons, c'est notre président qui le veut, l'unité de l'opposition pour arriver à faire fonctionner la démocratie, obtenir un dialogue au cours duquel nous allons effectivement demander que le processus électoral en cours soit crédible, que la Constitution soit respectée et que tout se passe dans le délai. C'est ensemble que nous allons mettre ceux qui sont contre la démocratie, qui ne veulent pas que la démocratie puisse s'épanouir chez nous, hors d'état de nuire. Oui, madame, je vais rajouter que je crois être en mesure de vous dire, de vous annoncer que très bientôt, très prochainement, ici à Bruxelles, se tiendra une grande réunion avec entre les forces politiques de l'opposition et l'UDPS. Qui est-ce qui va y participer? Je suis sûr déjà pour le G7. Il y a quelques éléments de la dynamique de l'opposition. On le saura au fur et à mesure. Et évidemment les alliés de l'UDPS qui sont le G14, les représentants du mouvement de M. Eugène Diomi, et voilà, et certains autres partis politiques. Et M. Katumbi sera là aussi? Oui. J'ai parlé du G7. Vous êtes sûr qu'il est là en personne aussi? Pardon? Vous êtes sûr qu'il était là en personne et pas... Oui, il est annoncé. Hein. Il sera là. Oui, madame. Marie-France Cros, la Libre Belgique. Marie-France Cros, la Libre Belgique. Tous les grands leaders de l'opposition disent tous qu'ils sont pour une candidature unique. Ils appellent tous à se rallier à une candidature unique, mais dans leur tête, c'est toujours ma candidature unique. Donc, pour l'instant, l'opposition n'est nulle part sur cette question, et pendant ce temps-là, le camp kabiliste avance ses pions. Par exemple, vendredi dernier, le président de la CENI, M. Corneille,
Nanga, a annoncé qu'ils allaient enrôler entre 42 millions et 52 millions d'électeurs. Quand on sait qu'au Congo, il y a un peu moins de la moitié, donc à peu près 48% des Congolais qui sont en âge de voter, ça voudrait dire qu'il y aurait plus de 100 millions de Congolais, ce que chacun sait être faux, puisque en 2005, il y avait 54 millions d'électeurs, 54 millions de Congolais et 25 millions d'électeurs. Est-ce que ce grossissement des chiffres ne vous inquiète pas? Et est-ce que vous avez déjà commencé à envisager une stratégie pour les élections lorsqu'elles auront lieu, notamment un système qui vous permettra de vérifier les votes qui ont été émis dans les bureaux, au niveau des bureaux, pour ne pas vous faire rouler comme en 2011? Oui, madame, merci pour votre question. À propos de la candidature unique, la position de l'UDPS, elle est très claire. Pour le moment, nous ne participons pas à ce débat. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'à l'UDPS, nous avons toujours martelé que nous avons le président élu dans nos rangs et nous considérons que le contentieux électoral qui nous oppose au camp Kabila n'est pas terminé. C'est pour ça que nous avons toujours voulu du dialogue. Ensuite, nous disons que ce n'est pas utile pour nous, ce n'est pas prioritaire plutôt de faire le débat sur la candidature unique. La priorité pour nous doit être ce qui va arriver par rapport au processus électoral. Vous l'avez dit, il y a déjà des manœuvres qui pointent à l'horizon avec ce que M. Nanga a annoncé. Ça ne nous fait pas peur, nous étions préparés justement à ce genre de sortie. Ce n'est pas pour rien qu'il a été mis là, à la place de l'abbé Malumalu qui commençait à échapper au contrôle de M. Kabila. Voilà pourquoi l'UDPS prône la tenue du dialogue, parce que nous savons qu'au sein de ce forum, nous pourrons remettre à plat et à la fois le rôle de la CENI et également le processus électoral lui-même qui devra accoucher d'élections crédibles et d'une alternance au bout du compte. Ouais, je complète le secrétaire national aux relations extérieures. Madame Marie Cros, vous savez, la recette de la candidature unique dépend de la situation de chaque pays. En 2016, si les choses doivent se passer comme prévu par la Constitution, nous allons nous retrouver dans une situation où l'AMP n'aura pas un candidat valable. Parce que tout celui qui sera désigné pour porter les couleurs de cette famille devra endosser, assumer le bilan de M. Kabila. Et quand vous posez la question aux Congolais aujourd'hui, tous les Congolais indistinctement, leur volonté, c'est de voir son pouvoir et ses animateurs disparaître. Ne plus exercer une seule parcelle de pouvoir au Congo, tellement le bilan est désastreux. Avec Kabila au pouvoir, aujourd'hui, le Congo ressemble à un mouroir. Il n'y a plus rien, il n'y a rien qui marche. Donc, nous ne pensons pas que la recette, bien qu'elle soit valable dans certaines situations, quand il y a un président qui est ancré, qui utilise les services de l'État pour s'accrocher au pouvoir, mais dans la situation qui va être la nôtre, nous pensons que ce qui pointe à l'horizon, c'est tout simplement l'alternance. Et cette alternance qui est exigée par le peuple congolais, ah et non, c'est généralement M. Étienne Tshisekedi qui incarne cet espoir. Voilà pourquoi nous disons que la situation qui est la nôtre, qui n'est pas comparable à celle des autres pays, ne nécessite pas nécessairement, forcément, la candidature unique. Parce que nous allons aller au pouvoir avec un camp adverse qui est complètement disqualifié et que le peuple voudrait nécessairement qu'il y ait une alternance. Pour ce qui est des affirmations faites par M. Nanga, Mme Marie, pour nous, à l'UDPS, tout ce que la CENI raconte, c'est de la distraction.
c'est une diversion. La réalité est que cette CENI est inféodée au pouvoir, elle est la caisse de résonance des stratégies de pouvoir pour rester au pouvoir. Alors, nous sommes des démocrates, nous attendons, nous avons les yeux rivés sur la montre, il n'y a pas élection dans le délai, nous aurons conclu à la mauvaise foi, parjure, à la perfidie de M. Kabila, et auquel cas, il devra quitter le pouvoir. Et donc, les élections, pour nous, devront se dérouler comme prévu par la Constitution. Tout a été fait par cette famille politique à laquelle appartient la CENI de ne pas tenir les élections dans le délai. Les éléments que vous avancez, les grossissements, etc., mais ça procède de leur stratégie de créer, d'amplifier des problèmes pour justifier la non-tenue des élections dans le délai. Pour nous, c'est de la diversion. Tout a été fait pour qu'il n'y ait pas élection dans le délai, mais s'il n'y a pas élection dans le délai, ils devront endosser la responsabilité. François Misser, BBC Afrique. C'est à propos du timing. Et d'ores et déjà, on est déjà en fin mai, presque en juin. La CENI a déjà clairement dit que, plutôt, l'élection, ce serait pour 2017, même après le premier trimestre 2017. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le langage des autorités est un langage de clarté, puisque la Cour constitutionnelle semble avoir confirmé le fait que cette élection n'aurait pas lieu non plus en 2016. Alors bon, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de perdre son temps parce que les jeux sont déjà faits. Il y a un certain nombre de tâches qui doivent être accomplies pour qu'une élection ait lieu. Elles n'ont pas lieu et on parle encore comme si c'était possible d'organiser des opérations qui sont à la fois nombreuses, qui mobilisent beaucoup de gens et qui prennent du temps et de l'argent. Donc là, bon, aller dialoguer, etc., est-ce que c'est vraiment réaliste ? Comme je l'ai indiqué auparavant, nous avons dans notre pays la culture de régler nos problèmes par le dialogue. Ça, c'est une première chose. Il y a eu une impasse politique, une crise très profonde. Pensons que c'est à travers le dialogue que nous pourrons dégager un compromis pour régler les problèmes qui se posent. Sortir de l'impasse et éviter justement le chaos qui pointe à l'horizon. Lorsque le pouvoir dit, comme vous venez de le souligner, qu'il y a une clarté dans ce qu'ils disent, que nous n'avons pas les moyens d'organiser les élections dans le délai, ben, ils sont responsables de cette situation. Comment pouvez-vous expliquer qu'un pays comme la RDC manque l'argent pour organiser les élections? Ils ont eu 5 ans. Mais en dehors de ces 5 ans, il y a eu encore 5 ans auparavant. Et comment peuvent-ils avoir le courage de dire que nous n'avons pas l'argent, nous allons organiser les élections en 2017, et ils instrumentalisent la CENI pour ce faire. Bon, les choses sont tout à fait claires. Nous disons que tout ça a été fait expressement. Parce que l'objectif du pouvoir est de rester au pouvoir. Voilà pourquoi, comme nous venons de le dire, si les élections ne sont pas organisées, parce que M. Kabila, il ne faut pas l'oublier, il a prêté serment d'observer la Constitution et il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsque ces institutions ne fonctionnent pas convenablement, par le fait de sa mauvaise foi, le calcul de sa famille politique, il devra en endosser la responsabilité. Et donc pour nous,
s'il n'y a pas élection dans le délai, c'est le compromis de la classe politique que nous aurons dégagé au dialogue qui va régir la période intérimaire qui va suivre entre la fin de son mandat et l'organisation des élections. Donc notre position est tout à fait claire à ce sujet-là. Oui, j'ajouterais ceci à votre intention, M. le Commissaire. Il y a une expertise récente de l'ONU, qui vient de l'ONU, et qui démontre que, ou qui affirme que c'est encore possible d'avoir des élections dans les délais constitutionnels, mais à condition que l'on garde ou qu'on utilise le fichier électoral de 2011. Évidemment, c'est un fichier qui est sujet à énormément d'imperfections, mais les spécialistes pourront nous dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le rendre fiable d'ici les échéances de la fin de l'année. Donc vous voyez que c'est encore possible, et c'est possible à travers aussi un dialogue et un compromis, comme disait le secrétaire général, qui serait dégagé à ce moment-là par la classe politique. Parce que ça éviterait à ce moment d'avoir des dérapages dus à ce qui n'a pas été prévu ou aux surprises qu'on pourrait nous réserver le pouvoir. Pour nous, c'est clair. Si, au 19 décembre, il ne s'est rien passé entre-temps, il n'est pas question de tolérer un jour de plus ou une heure de plus, je dirais même, M. Kabila à la tête du pays. Forcément, il va y avoir des actions que nous allons encourager, ça c'est clair, mais M. Kabila en sera le seul responsable si jamais il y a des débordements. J'ai une question, je me situe dans la logique de l'UDPS. Ça fait depuis novembre 2011, si je me situe dans la logique de l'UDPS et de son président, que M. Kabila est illégitime, vous l'avez dit, matin, midi et soir. Or, il sera encore plus illégitime, toujours si on vous suit, fin décembre 2016. Ça changera quoi? Oui, vous avez raison de dire qu'il est légitime depuis 2011. Et vous savez qu'entre 2011 et depuis la signature de l'accord Addis Abeba, nous nous sommes inscrits dans la logique du dialogue politique qui a été préconisé par cet accord. L'accord cadre d'Addis Abeba préconisait un dialogue politique avec pour mission de favoriser la réconciliation, l'implication de la démocratisation et la tenue des élections apaisées. Et c'est un rapport avec cet accord 4 qui a eu toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous en sommes là. Mais si nous arrivons au 19 décembre, comme les secrétaires nationaux viennent de le dire, et qu'il n'y a pas eu des élections, ici c'est plus l'UDPS, mais l'UDPS évidemment, elle est porte-étendard des aspirations du peuple à l'état des droits, au changement. C'est tout le peuple congolais qui se mettra debout pour exiger le départ de Kabila et l'amorce d'un véritable l'amorce d'une situation où nous arriverons à faire appliquer l'article 64 et l'état de droit. Donc, la prochaine étape, c'est le peuple congolais, en vertu donc de l'article 64 de la Constitution, qui va demander à M. Kabila de s'en aller. Oui, moi je rajouterais peut-être ceci. Vous n'avez pas tout à fait raison de dire qu'il était illégitime et que la situation va rester la même. Non, parce qu'après son illégitimité que nous avons tant décriée, il y aura son illégalité. Cette fois, il n'aura pas de prétexte, quel qu'il soit, pour dire, pour justifier sa présence à la tête du pays. Et lorsqu'on est illégal, donc ça rend ceux qui se plaignent totalement
en possession de leurs droits pour agir. Et là, nous aurons évidemment toute la communauté internationale avec nous, parce qu'on aura affaire à un président illégal et qui aura expressément organisé cette situation dans le but de régner de manière illégale aussi. Donc, nous serons renforcés dans notre position. Cheikh Fita. Avant cette question, un petit complément. C'est pour dire que, peut-être que j'anticipe, il y aura une question là-dessus. L'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle et qui donne la possibilité de M. Kabila de demeurer au pouvoir au-delà de son mandat, c'est un arrêt inconstitutionnel. Ça, c'était un scandale. Et le peuple n'est pas d'accord avec ça. C'est pour cela que vous avez suivi hier, à travers le principal ville du pays, tout le peuple congolais se mettre debout pour rejeter cet arrêt et réaffirmer qu'à la date indiquée, M. Kabila ne sera plus président. Donc les choses sont très claires. Cette Cour a rendu un arrêt honteux, un arrêt inconstitutionnel. Personne n'est d'accord avec ça. Nous savons qu'ils ont été payés pour rendre cet arrêt, mais ils ne peuvent pas se gargariser de cet arrêt parce que c'est une chouette porte-malheur, et c'est pour cela que ça bouillonne déjà dans le pays. Cheikh Fita. Oui, bien, merci. C'est Cheikh Fita d'Info en ligne des Congolais de Belgique. J'aimerais que vous me rassuriez. Donc, vous attendez le 19 pour vous rendre compte que M. Kabila est de mauvaise foi, ou bien avant, il y aura des actions. Parce que lui, il a effectivement cet arrêt-là. Et si le 16, il déclare un état d'urgence, il coupe l'Internet, il met les militaires dans la rue, et on se retrouve le 20, il est là, il est maintenant au-delà. Qu'est-ce que vous allez prendre comme disposition? Merci. Mais moi, je ne crois pas que ce soit une question de date ou d'heure. À partir du moment où on est le 20, pour nous, il est illégal. Maintenant, s'il résiste, ce qu'on peut imaginer quand on voit toutes les manœuvres qu'il fait, ben, ça veut dire que nous entrons dans une période trouble, dans un mano à mano qui fera que le peuple finira par en ressortir gagnant. À quel moment, je ne sais pas, mais une chose est certaine, c'est qu'il sera mis dans l'impossibilité ou l'incapacité de gouverner ce pays. Maintenant, ce sont les jours, c'est une question de rapport de force, c'est ça qui déterminera le nombre de temps que durera son imposture. Mais ce qui sera vrai, c'est qu'il s'engagera, en tout cas une bagarre, il n'aura pas la vie facile pour quitter, pour qu'il quitte la tête du pays. Voilà. Oui, un complément. Monsieur Cheikh Fita, vous devez savoir que en recourant à sa Cour constitutionnelle pour rendre cet arrêt, c'est pour nous un casus belli. Nous n'allons pas attendre les 19. Les actions commencent. Et la première, c'est celle qui s'est passée hier. Et ça ne va pas s'arrêter. Le peuple sera, comme le président Tshisekedi l'a dit dans ses différents messages, le peuple reste mobilisé jusqu'au départ de M. Kabila. Nous savons que toutes les stratégies mises en œuvre par Kabila et sa famille, c'est de ne pas organiser les élections dans le délai et donc de glisser, comme le jargon le dit chez nous. Mais de notre côté, en tant que force du changement, nous avons des stratégies, nous allons les mettre en œuvre pour obtenir son départ. On n'attendra pas le 19, les actions seront mises en œuvre tous les longs du parcours jusqu'au 19 décembre. Le plus tôt possible, c'est quand? Je viens de vous dire que ça a commencé depuis hier. C'est depuis hier déjà. Ah oui, ça a commencé depuis hier. Monsieur Cheikh Fita, je ne sais pas si vous étiez là quand je l'ai annoncé, mais dans les jours qui viennent, il va y avoir un grand rassemblement autour du président Etienne Tshisekedi qui sera formé ici à l'UDPS, un rassemblement de l'opposition. Nous n'allons pas nous arrêter à faire ce rassemblement à Bruxelles, nous allons retourner au pays pour le matérialiser. Et à partir de ce moment, il va commencer à y avoir des pressions de tout genre, de toutes sortes, pacifiques bien sûr, légales aussi, pour arriver à convaincre Joseph Kabila
à quitter le pouvoir, à respecter la Constitution. Voilà. Je viens vers vous d'abord. Et je suis toujours dans la logique de l'UDPS. On est le 20 décembre, le président Kabila reste au pouvoir. Or, on sait, au Congo, il y a séparation des pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Or, le pouvoir judiciaire dans tous les pays du monde est indépendant. Et votre action... Allez-y, pose la question. Et votre action sera contre le pouvoir judiciaire ou contre M. Kabila? Oui. Monsieur, la première chose qu'il faut vous faire remarquer, c'est qu'au Congo, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Il y a confusion du pouvoir. Donc, ça, ce sont des principes. Mais quelle est la pratique, la réalité dans notre pays? Alors, lorsque nous allons nous retrouver dans cette situation qui est d'ailleurs plausible, il ne sera pas question de s'opposer au pouvoir judiciaire, mais nous appliquons la Constitution. En son article 64, c'est clair. Kabila se sera rebellé contre la Constitution, contre la volonté du peuple, et le peuple est autorisé à le faire partir. Mais la Constitution prévoit la séparation des pouvoirs. C'est contraire. Mais je vous dis que ça, c'est dans le principe. Mais la réalité est qu'au Congo, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il y a plutôt la dictature, la confusion de pouvoir. Il n'y a pas séparation de pouvoir. S'il y avait séparation de pouvoir, la Cour ne se serait pas permise de rendre un arrêt comme celui-là. Et la CENI se permettrait, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, d'agir de manière indépendante et objective. Mais tout est manipulé par le gouvernement, par le pouvoir. Donc les choses sont claires. C'est une question pour M. Félix Tshisekedi. Vous avez dit Kabila était-il légitime, il sera illégal, donc nous aurons toute la communauté internationale avec nous. La communauté internationale, depuis 2011, se contente de faire des déclarations, elle ne fait rien d'autre, et elle ne fera vraisemblablement rien d'autre, puisqu'elle est très occupée avec les histoires de djihadistes, et des tas de problèmes de crise, de réfugiés, etc. Donc elle ne fera rien d'autre. Donc vous comptez sur quoi? Comme vous dites, mais ça m'étonnerait énormément parce que en ce moment, je crois que vous êtes très bien placé aussi pour le savoir, il est question de sanctions à appliquer à ce régime et à certaines personnes qui seraient ciblées essentiellement. Donc je ne pense pas qu'ils vont rester bras croisés. Parce qu'en même temps, sur le terrain, nous non plus, nous ne resterons pas bras croisés, nous allons agir en fonction des événements. Et je ne crois pas que, quelle que soit la difficulté que le monde entier a avec ces fameux djihadistes, la communauté internationale restera indifférente. D'ailleurs, à ce propos, je crois que le Congo aussi est sous la menace des djihadistes. Donc, je peux vous dire que c'est un problème qui intéresserait la communauté internationale au plus haut point. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs la visite que nous avons reçue hier de l'envoyé spécial de l'Union européenne, M. Koen Vervaak, qui s'est montré fort préoccupé par cette situation et qui a mis parmi les sujets à notre discussion, le problème justement des sanctions évoquées. Wechi, les amis de Wechi, c'est concernant la communauté internationale. Le 21 juillet 2014, nous avons réalisé l'interview d'Armand Dedeker. Nous lui avons posé clairement la question si le 20 décembre 2016, si le président Kabila restait au pouvoir, qu'est-ce que la Belgique va faire? Il a été clair et net. La Belgique ne fera rien. Le Congo est un État indépendant. Et vous croyez toujours à la communauté internationale. Au Burundi, la communauté internationale n'a rien fait.
Au Rwanda, la même chose. Au Congo-Brazza, la même chose. Vous ne croyez pas que votre espoir sur la communauté internationale est un coup d'épée dans l'eau? Mais écoutez, M. Wichi, c'est tout à fait normal que la communauté, la Belgique, parce que vous parlez de la Belgique, dise qu'elle ne fera rien. Mais c'est normal, la Belgique ne peut pas venir faire quelque chose à la place des Congolais. Mais si demain, ce peuple qui contestera, ça c'est certain, ce passage en force de M. Kabila, est abattu comme du gibier, vous croyez que la Belgique restera insensible? Je ne pense pas. Nous ne demandons pas à la Belgique de nous devancer. Nous prendrons nos responsabilités. Mais nous savons que les nations démocratiques de ce monde seront solidaires avec le peuple congolais. Mais nous n'essayons pas de nous défiler devant nos responsabilités. Nous allons les prendre. Nous disons ici que nous essayons de rassembler le plus possible pour aller à l'abordage. Donc c'est nous qui allons aller au premier plan, qui seront à la tête, au front. Et ensuite, nous comptons sur la solidarité internationale parce que nous avons affaire à un dictateur qui veut fouler aux pieds tous les efforts qui ont été faits par celle-ci pour remettre le Congo sur les rails. C'est tout simple.